épisode hors série. Alors aujourd'hui, on parle de bonus-malus et j'ai en studio avec moi pour en parler trois personnes, ma foi, fort connues. Le premier, l'illustre François Viault. Salut François. Salut Martin. Ensuite, on a Daniel Breton. Salut Daniel. Salut mon cher. Et finalement, on a Yannick Asselin. Salut Yannick. Salut, ça va bien? Ça va super bien. Messieurs, on a un plan de match ambitieux. Il faut essayer de rentrer ça dans un temps raisonnable. Donc, je pars tout de suite le bal. On parle de bonus-malus. Je me suis lancé à essayer de trouver des définitions. Il y a des définitions dans les dictionnaires de ce qu'est un bonus-malus. Je vous dis ce que j'ai trouvé comme définition, puis vous me dites si ça correspond à votre perception des choses. Donc, c'est un système de punition-récompense utilisé pour encourager les bonnes pratiques en y associant un bonus et à éradiquer les mauvaises en y octroyant un malus. François, c'est-tu ta perception de ce qu'est un bonus-malus? Absolument, ça ressemble pas mal à ça. Je te dirais que ça peut être autant, je pense qu'un bonus-malus, ça peut être autant des incitatifs financiers que des incitatifs autres qui va par l'argent et à l'inverse avec les malus. C'est le principe du carotte puis de la bâton. Exactement. Du bâton, hein. On essaie de récompenser ce qui est bon puis de dissuader ce qui est mauvais. Daniel? Un bonus-malus, c'est essentiellement ça. On en parle surtout dans le cas des véhicules légers. Mais on peut mettre en place des bonus-malus pour toutes sortes d'autres pratiques. Yannick? C'est exactement ça. On est Je sais pas dans quel dictionnaire tu as trouvé ça, mais c'est un bon dictionnaire. Ça donne la bonne définition. Excellent. Mais en passant, on appelle aussi ça des redevances remises. Un système de redevances remises, ça paraît moins agressant que bonus-malus. Oui, et ce que ça ouvre, Daniel, ce que tu dis là, c'est que ça se trouve à faire le lien entre quelque chose qui est perçu par rapport au mauvais comportement. Donc, on punit le mauvais comportement en prenant quelque chose d'une même, on va le redonner de l'autre côté. Donc, ça crée le lien entre les deux, puis on va parler de ça tantôt. Pourquoi ça prend un bonus-malus? Daniel, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui fait que ça prend un bonus-malus au moment où on se parle au Québec? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça fait 15 ans que de mon côté, je parle de mettre en place un bonus-malus. Quand j'étais ministre, j'avais même dit que je voulais mettre en place un bonus-malus pour plusieurs raisons. On va commencer par les plus évidentes. D'abord, c'est qu'il faut décourager l'acquisition de véhicules énergivores. Si on en parle depuis 15 ans, c'est que la tendance ne date pas d'hier. Ça fait longtemps que les gens s'achètent des véhicules qui consomment trop. Encourager l'achat de véhicules qui consomment moins. Ça ne veut pas nécessairement dire que tout le monde doit s'acheter un véhicule électrique. Ça peut être un véhicule à essence qui consomme peu, un plus petit véhicule, un véhicule hybride. L'idée, c'est de diminuer notre empreinte écologique avec le véhicule. Quand on regarde les statistiques, écoutez, les émissions de gaz à effet de serre dans les transports entre 1990 et 2017 ont augmenté de 23 %. Les émissions de gaz à effet de serre dans les transports routiers ont augmenté de près de 50 %. Et puis, quand on regarde les transports routiers, plus en détail, puis là, tu regardes les émissions de gaz à effet de serre des camions légers, ils ont augmenté de 127 %. Donc, c'est clair qu'on s'en va dans la mauvaise direction par rapport aux émissions de gaz à effet de serre des transports légers. On ne parle pas de camions lourds, on ne parle pas de bateaux, on ne parle pas d'avions. Et puis, il y a un chiffre que je trouve extrêmement préoccupant, c'est la consommation d'essence. En 2013 et 2018, la consommation d'essence a augmenté de 24 %, alors que le gouvernement de M. Couillard et le gouvernement de M. Legault ont tous deux dit qu'ils voulaient faire en sorte qu'en 2013 et 2030, la consommation de produits pétroliers diminue de 40 %, mais celle d'essence, qui est une bonne partie des produits pétroliers, a augmenté de 24 %. Fait que c'est certain qu'il faut décourager l'acquisition de véhicules énergivores. Puis là, on s'en va dans la direction contraire parce qu'on a une augmentation de 263 % des camions légers sur nos routes depuis 1990. Oui, c'est un peu... on a l'impression qu'on améliore des affaires d'un côté, mais en parallèle, on détériore certains éléments de l'autre. Donc, finalement, au final, on n'a pas tellement avancé sur l'échiquier des bonnes pratiques. Yannick, actuellement, au Québec, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place pour favoriser, en tout de moins, l'électrification des transports. On a des subventions au provincial, au fédéral. Forcément, ces éléments-là ont un impact sur le choix des consommateurs d'aller de l'avant. Donc, ça va aider financièrement. Est-ce que, dans cette optique-là, on peut présumer qu'on a déjà des bonus au Québec? C'est-à-dire qu'on a déjà des incitatifs qui nous aident à aller de l'avant? Oui, on a des bonus. Mais ça revient à dire que quand même, qu'est-ce qui se vend le plus présentement au Québec, c'est quoi? Des VUS.
Et des pick-up. Et des pick-up. Donc, on aide sur les véhicules électriques, mais on fait rien pour limiter la vente de véhicules plus polluants, par exemple. Oui, c'est ça. Mais ça arrive souvent, tu sais, à force de rencontrer des clients ou quand on fait les événements de l'AVEC, on rencontre du monde qui sont un petit peu intéressés des voitures électriques. Mais ça arrive souvent, les gens vont autour nous dire oui, mais je peux pas faire Montréal-Québec aller-retour. C'est parce que les gens ont tendance à, comment je pourrais dire ça, à choisir leur véhicule en fonction d'une exception. Ouais, mais je tire ma roulotte 2 fois par année. Ouais, mais c'est parce que ces 2 fois-là, ça te tente pas de louer un camion pour tirer ta roulotte puis le restant de te promener avec un véhicule électrique. C'est dans cette optique-là. Est-ce que tu leur dis ça? Moi, je leur dis. J'ai déjà changé j'ai un client en tête. Là. Au concessionnaire, le gars avait un F-150, puis on l'a changé pour un véhicule électrique parce que lui tirait sa roulotte 2 fois par année. T'sais, il prenait sa roulotte au printemps, qui était chez eux, il l'amenait au terrain de camping, puis à l'automne, il revenait. Puis j'ai dit, attends une minute, là, ça marche pas ton affaire, il va faire que tu payes le restant de ton pick-up. Tu payes comme 250-300$ de gaz par mois pour 2 fois par année que réellement que tu en as besoin. Ça marche pas ton affaire. J'ai lu toi un pick-up. Le temps que tu... Puis je suis convaincu de ton terrain de camping, là. Je suis convaincu qu'il y a un beau service qui dit je vais te prendre ta roulotte, je vais l'emmener à mon terrain de camping. Quand j'ai fini, je vais te retourner ce que tu veux. Comme de fait, il y avait un service pour ça. Mais moi, Yannick, ce qui me vient en tête quand tu dis ça, c'est que je me dis, tu travailles pour une bannière qui vend des camions. Mm-hmm. Comment tu peux dire ça? Est-ce que quand tu fais ça, après ça, le boss qui vient te voir et dit Yannick, tu viens de nous faire manquer la vente d'un camion. Vous devez faire de l'argent sur la vente d'un camion, donc vous perdez cette vente-là? Ben, on fait de l'argent on va faire de l'argent sur n'importe quelle vente qu'on va faire. Qui prend un camion, qui prend ci, qui prend ça. Chez nous, c'est 60% de notre chiffre d'affaires, c'est des voitures électriques. Parce que nous, en 2012, quand Bourgeois a commencé à embarquer dans les voitures électriques, ils ont décidé de faire le switch. T'sais, c'est pas tout le monde qui sont. Je vais comprendre le gars qui c'est un contracteur puis qui a besoin de transporter des planches, des ci, des ça, d'avoir un pick-up. Je peux comprendre ça. OK? Un monsieur, madame, tout le monde, OK, qui vont utiliser réellement leur pick-up, qui n'ont vraiment besoin 3-4 fois par année. Je m'excuse, je vois pas l'utilité, là. Mm-hmm. C'est dépenser énormément d'argent parce qu'on sait tous qu'un pick-up, ça coûte beaucoup plus cher qu'un véhicule que un petit SUV, mettons, avec un petit 4 cylindres ou peu importe. Mais non, moi je te dirais, ce que de dire, hey, comment ça que tu de façon, moi personnellement, je vends pas de véhicule, je vends pas de camion, là, je vends que des voitures électriques, OK? Mais à quelques exceptions. Oui, à quelques exceptions. Je vais le dire. Une exception près. Je vais le dire. OK, oui, c'est arrivé hier que je vous l'ai dit en rond, mais je pensais que vous n'aurez pas parlé, mais on n'a pas dit un mot. Non, mais faut expliquer le contexte. Tu as quand même vendu 2 Bolt à cette personne-là. Bon. Je vais vous dire directement, depuis que je suis chez Bourgeois Chevrolet, j'ai vendu 3 véhicules à essence. OK? J'ai vendu une Cruze à une dame que tous les représentants étaient occupés, mais la dame à la base voulait racheter sa location. À regarder avec elle, puis je l'ai plus conseillé pour dire que peut-être que la rachat de votre location, c'est peut-être pas une bonne idée. Puis elle a décidé d'acheter une neuve en fin de compte. Mais le même véhicule, elle avait une Cruze. Par la suite, l'année passée, j'ai vendu un Buick encore, OK, à un client parce que la location de sa femme se terminait ou peu importe. Mais je dois dire qu'en août, l'année suivante, il a acheté une Bolt. OK, donc au moins j'ai fait la moitié de la transition. Mon fameux pick-up que j'ai livré hier, OK, que je 100%, je connais rien d'un pick-up, là, OK, c'est le client a acheté une Bolt pour lui, a acheté une Bolt pour sa femme, et là, le véhicule hier, c'était pour remplacer un camion que son père a. Fait que c'est la raison pourquoi il m'a comme dit, Yannick, c'est toi, tu me vends le camion, sinon je n'arrête pas de chez vous. Fait que c'est bon, OK. Faut pas démoniser non plus. Puis puis on va en parler. Tous ces principes-là de bonus-malus peuvent aussi avoir une certaine logique dans l'application de la chose. L'idée, c'est pas de taper sur ceux qui en ont vraiment besoin. Je pense que si on faisait juste éliminer ceux qui ont des voitures polluantes alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, on viendrait de régler une très grosse partie du problème. En fait, la majeure partie du problème, je pense. Daniel? En fait... puisqu'on parle de malus, il y a un malus qui existe déjà à l'immatriculation pour les véhicules dont la cylindrée est de 4 litres et plus. Et des fois, on nous sert ça comme argument. Écoutez, il y en a un bonus-malus, là, puis pour mon pick-up, ça me coûte 40 ou 50 ou 100 ou 125 ou 200 $ par année à l'immatriculation. Le problème avec ce malus-là, c'est que c'est un malus qui est tellement petit qu'il ne dissuade personne
de passer à un véhicule moins énergivore. Écoute, tu as un véhicule avec un moteur de 5 litres, c'est à peu près 150 $ d'immatriculation par année. Donc, tu achètes une Mustang 5 litres. Ouais, là, ça te coûte 150 $ de plus d'immatriculation par année. C'est pas ça qui va te décourager. Ouais, tout à fait. Les chiffres, Daniel, là, pour une cylindrée de 4 litres, c'est 36,75 $. Ouais. 5 litres, c'est 161 $. Et puis, le maximum va à 7 litres et plus, qui est à 392 $. Mais là, 7 litres et plus, là, on est rendu... on est dans de la grosse cylindrée. Là. Ça va probablement coûter plus cher en essence, vu la grosse cylindrée, que le malus de ça va coûter plus cher de taxes de luxe que le malus cylindré. Ce que les gens peut-être savent pas, c'est qu'au Québec, quand vous achetez une voiture de 40 000 $ et plus, il y a une surtaxe de 1% au-dessus du 40 000. Donc, quelqu'un qui achète une voiture de 45 000, ben, il se trouve à avoir 1% du 5 000 $ qui est 50 $. Donc, d'où le fait que Tesla, le club Tesla avait fait des revendications à l'époque pour dire un gars qui a un Tesla S qui paye, exemple, 150 000 $, il se retrouve avec des coûts d'immatriculation de plus de 1 000 $ par année. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé parce qu'ils disaient, voyons, je fais quelque chose pour la planète, je fais ça, mais je me fais frapper de l'autre bord. Ouais, fait que, tu sais, qu'on arrive avec des cas comme ça, que cette taxe de luxe-là coûte. La première année fait que c'est elle qui coûte plus cher sur l'immatriculation que vraiment le malus du cylindrée. Ouais. Et puis outre le fait que le malus sur la cylindrée est pas cher, en plus, c'est pas cohérent. C'est-à-dire que tu as des véhicules qui ont des moteurs plus petits qui consomment plus que des véhicules qui ont des moteurs plus gros. Donc, tout ça ne tient pas debout. Ça fonctionne plus, là. Ça fonctionne plus, c'est plus logique. Et outre ça, l'année passée, moi, j'avais fait un calcul pour savoir, parce qu'il y a des gens qui disaient, ben là, les subventions à l'achat de voitures électriques coûtent trop cher. Ça coûte une fortune au gouvernement. Puis je me rappelle, j'avais fait le calcul entre 2012 et 2018, combien avaient coûté les bonus qu'on avait donnés pour les acheteurs de véhicules électriques et les bornes. Puis en 2012-2018, ça avait coûté 252 millions. Et puis le malus que le gouvernement avait pris, ça avait rapporté à peu près 470 millions. Donc, le malus avait rapporté plus que le bonus. Donc, on avait dit, ben, si on veut être cohérent, on devrait peut-être connecter, attacher le malus et le bonus pour qu'ils deviennent fiscalement neutres. C'est-à-dire qu'un finance l'autre. Comme ça, il n'y aurait pas à dire que ça coûte trop cher au gouvernement. Mais là, pour le moment, il y a des gens qui disent oui, mais c'est parce que ça finance des projets, le fameux malus, finance des projets de transport collectif, Sauf que quand tu regardes la tarte de ce qui va avec cet argent-là, ça finance surtout des infrastructures qui n'ont rien à voir avec les changements climatiques, alors que le malus est supposé être là pour lutter contre les changements climatiques. Et ça, c'est un bon point, Daniel. C'est exactement là, je voulais qu'on aille. Est-ce que le concept de bonus-malus implique implicitement que les deux doivent être liés? C'est-à-dire que l'argent perçu par le malus doit financer les mesures du bonus qui est rattaché. Un vrai bonus-malus, oui. François, ton opinion là-dessus? Moi, j'ai toujours trouvé, à mon sens, à moi, là, depuis qu'on est là-dedans, le bonus qu'on a présentement, c'est le gros bonus, c'est la subvention du gouvernement. Puis j'ai toujours trouvé depuis les années qu'on est en véhicule électrique là, que j'ai l'impression que les prix des véhicules suivent le bonus. Donc, nous, en tant que consommateurs, on n'était pas tellement, tant qu'à moi, encouragés ou, comment je dirais ça, favorisé par le bonus. On dirait que ça va plutôt aux constructeurs la plupart du temps. Puis, je veux dire, il n'y a pas un malus par en arrière qui vient chercher justement pour égaliser ça. Donc, j'ai l'impression qu'en bout de ligne, on se trouve à financer quasiment les ventes de véhicules plus énergivores là, en bout de ligne. Là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui nous revient à nous. Donc, je trouve qu'effectivement, s'il y avait quelque chose en arrière qui venait chercher la partie du bonus, donc pour équivaloir ce qu'on retient là, des véhicules électriques, il me semble que ça ferait plus de sens. Là. Il y a des parties en Amérique du Nord où il n'y a pas de rabais, où il n'y a pas d'incitatif, où il n'y a pas de crédit d'impôt à l'achat d'un véhicule partiellement ou entièrement électrique. Mais le PDSF de ces véhicules-là est le même partout. C'est ça. Fait que, donc, que tu sois en Ontario ou au Québec, c'est le même prix. Fait que, donc, l'argument comme quoi, s'il y a un bonus, ben, les constructeurs vont augmenter leur prix, c'est pas vrai. Je pense que tu peux... C'est carrément ça, parce que je dis, quand tu achètes une boîte au Québec, quand tu achètes une boîte en Ontario,
c'est exactement le même prix de détail suggéré en partant. Là, je sais que de ce temps-ci, là, il y a, le taux d'intérêt est différent au Québec puis en Colombie-Britannique que toute la restante du Canada, mais c'est les deux seules provinces qui vendent des voitures électriques. C'est les deux seules où il y a des lois zéro émission. Les lois zéro émission, fait qu'ils veulent, c'est un petit peu normal qu'ils veulent dire, regarde, on va s'arranger pour vendre plus de véhicules au Québec qu'un gars qui va acheter en Ontario. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est encore plus avantageux au niveau des taux d'intérêt au Québec et en Colombie-Britannique qu'en Ontario ou ailleurs. Oui. Présentement, oui, depuis... Donc, c'est l'argument inverse. Oui. OK. Oui. Actuellement, on sait qu'on l'a dit, là, il y a un bonus qui existe, donc qui est des subventions pour les voitures électriques. Il y a par en arrière un malus qui existe, mais il n'y a pas de lien entre les deux. La solution serait-elle aussi simple que d'officiellement lier les deux? C'est-à-dire de faire un compte-rendu, par exemple, annuellement, cette année, en 2020, par exemple, voici ce qu'on a perçu sur le surplus d'immatriculation des véhicules à grande cylindrée. De cet argent-là, voici ce qu'on a transféré pour financer le programme de subvention des véhicules électriques, par exemple, qui a coûté tant de millions. Donc, clairement, au vu et au su de tout le monde, on vous démontre que ça n'a rien coûté. On n'a rien pris dans les coffres de l'État comme tel. On a transféré le plus perçu par les grosses cylindrées sur les subventions des véhicules électriques. Bref, c'est une mesure tout à fait transparente. C'est pas juste cette transparence-là qui manque. Ben, en fait, d'abord... moi, je suis contre le fait qu'on garde le malus à la cylindrée. Moi, je pense qu'on doit vraiment passer un malus aux émissions de gaz à effet de serre. Oui, on va en parler. Parce que ça, c'est désuet, là, le malus à la cylindrée. Mais l'idée aussi, c'est la transparence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont reproché l'opacité du fonds vert, de la gestion du fonds vert. Puis là, le gouvernement qui disait, ben là, on veut mieux gérer le fonds vert. Puis là, c'est pour ça que moi et d'autres, que ce soit l'AVEC, Équiterre, Vivre en ville, etc., un paquet de monde dit... Bien là, de faire un bonus-malus qui est connecté, ça va faire en sorte de rendre le tout plus transparent. Et l'exemple de ce qu'on a vu en France, par exemple, où il y a un bonus-malus de ce type-là, bien, c'est très simple. C'est qu'il y a une année, tu dis, bon, on a fait plus d'argent avec un, ça nous a coûté plus d'argent avec l'autre. Et donc, au fil des années, il s'ajuste pour arriver toujours à ce que ce soit, autant que faire se peut, le plus fiscalement neutre possible. Moi, je pense que c'est une mesure qui est souhaitable. Yannick? Je vais aller dans le même sens que Daniel. Je veux dire, comme on parlait tantôt, il y a des véhicules. Tu sais, je vais vous donner un exemple très simple. Là, OK, je recule dans mon ancienne vie, là, avant que j'aille des autos électriques. Il y a des 6 cylindres. OK, comme moi, l'auto que j'avais, je parle de ça en 2008, là, j'avais un Chevrolet Impala. Un 4 cylindres consommait plus que le 6 cylindres. Et là, tu fais comme... Donc, si on va avec versus le litrage, on va... Dans son cas, lui, c'était pas son cas, là, parce qu'il était en bas de 4 litres. Mais exemple, on pourrait prendre un 6 cylindres qu'un 4 litres, lui va avoir le malus. Mais le 4 cylindres à côté qui consomme plus d'essence puis qui pollue plus parce qu'il a tendance à virer plus haut quand on roule 100 km/h, exemple, sur l'autoroute, ben lui, il n'est pas pénalisé. C'est un non-sens, là, l'affaire. T'sais, c'est vraiment aller avec les émissions de carbone qui sont émises. Puis... Ou bien tu prends le fameux pick-up F-150 Raptor machin, là, qui a une puissance épouvantable, qui consomme évidemment beaucoup, mais lui, c'est parce qu'il y a un 3.5 turbo. Il est extrêmement puissant, mais il n'y a pas de malus parce qu'il est en bas de 4 litres. C'est ça. C'est le EcoBoost qu'il appelle. Là. Ouais. C'est ça. C'est des cas comme ça. Fait que les constructeurs arrivent à trouver des façons de contourner les choses. T'sais. Ah, mais au lieu de prendre un V8, ça a été Ford, ça a été fait ça longtemps. Au lieu de prendre un V8 5.3 litres, mais là, regarde, prenez un EcoBoost V6, c'est encore mieux, puis etc. Vous allez sauver de l'essence, etc. En bout de ligne, il n'en sauvait pas d'essence. Exact. Je veux dire, 6 cylindres, un EcoBoost, vu que c'est un turbo, en partant, il va consommer plus qu'un 6 ordinaire. Fait que... Et là, Daniel, concrètement, dans la mécanique, comment on ferait ça? C'est-à-dire que je vous écoute, là, puis ça a bien de l'allure. Là, moi aussi, je suis de cette école-là, de penser que... On peut pas être contre la vertu. Non, on ne peut pas être contre la vertu, puis qu'il est plus brillant de rattacher tout ça aux émissions de CO2 1 kg par litre, par exemple, plutôt que d'y aller par la cylindrée. Ça m'apparaît beaucoup plus logique. Mais une fois qu'on a dit que c'est une bonne idée, comment on met ça en place? On se base sur des chiffres officiels émis par des firmes dont le mandat est de coter en termes d'émissions de CO2 chacun des véhicules et on rattache directement le malus à ce chiffre-là. Donc, plus on émet de CO2 en kilogrammes par litre, plus la pénalité qu'on a payée est grande. Ça serait ça, tout simplement? Exactement. Puis tu peux trouver un point zéro. Mettons, tu vas dire... à 7 litres au 100, c'est ton point zéro. Pour chaque litre de plus, tu peux payer un surplus. Chaque litre de moins, tu as un rabais supplémentaire.
Puis là, ton 0.0, tu le baisses dans une année. Ça fait que 2 ans après, ça peut être 6 litres, puis 2 ans après, ça peut être 5 litres. Fait que donc, tu t'amènes tranquillement le monde vers des véhicules qui consomment moins. Et à mon avis, c'est la façon la plus efficace. Mais cela dit, par rapport à la mécanique, il y a autre chose. C'est que, parce qu'il y a des gens, moi, dans toutes les discussions que j'ai depuis de nombreuses années, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, présentement, c'est la SAC qui perçoit le malus à l'immatriculation. Puis le bonus, ben ça vient du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Puis là, ben comment est-ce qu'on va gérer ça entre ministères? Puis ça à quoi je réponds, comme ancien ministre, c'est pas de nos affaires. Ça, c'est à eux autres à s'organiser avec ça. C'est à eux autres à voir comment est-ce qu'ils vont gérer le tout pour faire en sorte que ce soit le plus transparent possible. C'est-à-dire que moi, je n'irai pas m'ingérer dans la façon de faire du gouvernement, mais le gouvernement, s'il veut être transparent, il devra faire en sorte que ce soit une seule entité qui s'occupe de tout ça. Ben, il y a déjà un système présent. Les gens ne savent pas, là, c'est que la SAC, présentement, c'est elle qui a le mandat de collecter la TVQ pour le Revenu Québec, pour l'achat des véhicules. Les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est quand vous allez immatriculer un véhicule, ils vont vous demander de payer la taxe, la TVQ directement là. Fait qu'il y a déjà un système pour dire que la SAC va dire je vais prendre l'argent, je vais le donner à un autre ministère. Ça existe déjà. Oui. C'est juste que là, présentement, il faudrait qu'il trouve une façon, plus, comme qu'il dit, pour que ce soit plus transparent, de dire ben, je prends l'argent de la SAC puis je la donne au ministère de l'Environnement ou au ministère de l'Environnement, pardon, ou peu importe. Là, ou que ce soit carrément la SAC qui donne le bonus et qui perçoit le malus. Oui. Mais moi, c'est pas à nous autres à décider ça. Non. Puis on va laisser les ministres se chicaner entre eux autres. Ils sont bons pour ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est qu'il y a une guerre de juridiction là-dedans. Mais l'idée là-dedans, c'est de faire en sorte que ce soit connecté. Puis il y a une chose, parce que quand on a écrit et qu'on a fait des textes sur le bonus-malus, il y a une chose qui est revenue, là, parce que je pense qu'il est important qu'on parle du sondage. Le fameux sondage, parce que c'est un sondage léger, dans le fond, qui avait été commandé par Équiterre, Vivre en Ville, la Fondation David Suzuki et l'AVEC. Et il y avait quelques questions. Si je peux revenir sur les questions, là. Êtes-vous favorable à ce que les personnes qui utilisent un véhicule plus polluant paient davantage qu'actuellement? La réponse, c'est 54 % oui, 36 % non. Ensuite de ça, êtes-vous favorable à ce que les personnes qui utilisent un véhicule moins polluant paient moins cher qu'actuellement? La réponse, c'est 64 % oui, 26 % non. Ensuite, c'est êtes-vous favorable à ce que le gouvernement du Québec décourage les véhicules polluants et nuisibles à la lutte au changement climatique en instaurant une nouvelle taxe? Bien, croyez-le ou non, c'est 55 % oui et 38 % non. Donc, ce que ça veut dire, c'est que lorsque le ministre Charette a annoncé qu'il a dit publiquement, il y a quelques semaines, que les Québécois étaient prêts à faire plus d'efforts ou plus de sacrifices pour aider la lutte au changement climatique et aider l'environnement, mais que du même souffle, il a dit, en excluant le bonus-malus, bien, le timing était bien fait parce que ce sondage-là est sorti genre quelques jours après sa déclaration. Fait que la réalité, c'est que les Québécois semblent tellement d'accord qu'ils sont prêts, dans une majorité, à accepter un système de bonus-malus. Messieurs, on fait une courte pause pour permettre à notre commanditaire de s'exprimer, puis on revient tout de suite après avec la suite. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation.
Alors, nous voilà de retour. Écoutez, messieurs, petite idée comme ça, le bonus-malus, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on répond à ceux qui préconiseraient de faire ça beaucoup plus simple, par exemple, et de simplement rajouter une taxe sur l'essence ou de mettre juste une taxe supplémentaire pour ramener des fonds puis que ça serait suffisant? J'ai justement écrit un texte là-dessus il y a quelques heures à peine, il est tout chaud, où je faisais la démonstration que c'est une mesure qui ne fonctionne pas vraiment, à moins que la taxe sur l'essence soit très agressive. Parce que si vous regardez quelqu'un qui a une voiture à essence, là, à toutes les semaines, voit le prix de l'essence augmenter ou diminuer de 5 sous, 10 sous, 15 sous, pratiquement toutes les semaines. Donc, il y avait un texte dans le Journal de Montréal de ce matin qui disait bien là, les normes vont être resserrées parce qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs de lutte au changement climatique. Donc, avec l'augmentation du prix du carbone, ça risque de faire en sorte que le prix du litre va augmenter de 5 cents à 10 cents d'ici 2022. Ce à quoi j'ai répondu, whoopidou, ça ne changera absolument rien dans les habitudes des gens. Et d'ailleurs, c'était très révélateur parce qu'il y avait toute une série de personnes qui ont été interrogées par les journalistes du Journal de Montréal. Ils ont dit, vous, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait un 5 cents de taxe carbone à payer lorsque vous faites le plein? Puis il dit, non. Puis il dit là, est-ce que vous êtes au courant que ça risque d'augmenter à 10 cents? Puis là, il y a des gens qui ont dit, aucun problème. Si ça peut faire notre part pour l'environnement, pas de problème, mais on ne changera aucune de nos habitudes. Ouais, ça met un peu en relief, je trouve, il faut se poser la question, l'objectif est-il de rentrer des sous dans les coffres de l'État ou l'objectif est-il de réduire les émissions de gaz à effet de serre? C'est deux choses fort différentes. Hein? Puis c'est pas parce qu'on ramasse de l'argent que nécessairement on a baissé. Hein. Échanger les habitudes des gens. En quelque part, c'est ça le but. Changer les habitudes d'achat aussi, là, de consommation, dans le sens que on parlait tantôt de la taxe sur l'immatriculation, qui est pour moi un peu la même chose que pour l'essence. Si on augmentait l'essence, c'est que ça devient une taxe qui n'est plus vraiment visible à la longue. Tu sais, la taxe sur l'immatriculation, c'est pas au moment où tu achètes ton véhicule, c'est quand tu vas avoir ton renouvellement d'immatriculation, puis à un moment donné, tu fais pas le lien. Tu te fais. Alors qu'à l'achat, ça, c'est une toute autre affaire. T'sais, autant quand on a un bonus que quand on a un malus, il y a un 5 000 $ à payer de plus au moment de l'achat, ça va paraître. Là. C'est clair. C'est plus visible. Si on parlait de mesures agressives tantôt, justement, si on parle d'endroits où c'est plus agressif, c'est-à-dire que ça existe des systèmes de bonus-malus bien arrimés dans d'autres pays du monde. Daniel, peut-être tu peux nous en parler? Oui, écoutez, l'exemple auquel on réfère souvent, c'est celui de la Norvège, où vous pouvez avoir un niveau de taxation en fonction du poids, des émissions de gaz à effet de serre et de la cinérie du véhicule, qui peut aller au-delà de 150 % du prix d'achat du véhicule. Donc, mettons, vous avez une Toyota Yaris, ça va vous coûter, je pense, c'est 30 % en surcoût. Un F-150, vous êtes autour de 150-160 %. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se promène en pick-up là-bas. Et à contrario, c'est que vous n'avez pas de bonus à l'achat de véhicules électriques. Vous n'avez juste pas de taxe. Ouais. Donc, c'est pas un bonus-malus, c'est juste un malus ou rien du tout. Rien du tout. Je pourrais donner l'exemple pour la Norvège de la Volkswagen Golf versus la e-Golf. Là. Donc, le prix de base en Norvège, l'équivalent prix canadien, là, est de 33 189 $ pour la Golf contre 49 739 pour la e-Golf. Donc, 16 000 $ ou à peu près de plus entre les deux. Par contre, tu as une taxe de 9 438 $ sur la Golf à essence et tu as une taxe de 0 $ sur la électrique. Donc, en partant, là, tu as à peu près 10 000 $ de différence qui s'applique instantanément entre les deux. Ça, c'est qui est une taxe automobile. C'est pas la taxe de vente, c'est une taxe automobile. Ensuite, tu as une taxe de vente qui est de 25 %. Donc, un autre 8 000 $ sur la Golf à essence, contre 0 contre la Golf électrique. Donc, au final, ta Golf à essence t'a coûté 51 000 $, ta Golf électrique t'en a coûté 50 000 $. Donc, ça coûte moins cher, au final, l'acquisition. Et là, on n'est pas comme dans nous ici, là, dans bien des cas où on se dit, bon, mais dans combien de temps on va le rentabiliser? Là? À la sortie du concessionnaire, ça t'a déjà coûté moins cher. Donc, c'est déjà, c'est des mesures, et c'est très direct. Là, les gens le voient. J'achète quelque chose à essence, je vais payer énormément de taxes. J'achète quelque chose qui n'est pas à essence et je n'ai plus aucune taxe. Donc, est-ce que ça, c'est un système de bonus-malus ou c'est juste un bonus? Écoute, ou c'est juste un malus. Ou c'est juste un malus. Oui, c'est juste un malus. C'est juste un malus, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas de bonus, mais tu as un malus qui peut être très, très sévère. Mais d'enlever les taxes, c'est pas un bonus?
On peut dire ça de même, mais la façon dont c'est perçu, c'est que c'est un malus sans bonus. Mais je vais te donner un autre exemple. Écoute, vois-tu, je suis avec le site américain de l'EPA. Et puis, vois-tu, en France, ils ont rendu le malus plus sévère à l'achat d'un véhicule à essence qui peut aller jusqu'à 20 000 €. Donc, 20 000 €, c'est pour un véhicule dont les émissions de gaz à effet de serre sont de 184 grammes par kilomètre de CO2. Ben écoute, si on regarde, là, par exemple, un Honda CR-V traction intégrale fait à peu près ça, 185 grammes de CO2. Ça veut dire que pour un CR-V, tu as un malus de 20 000 €. 20 000 €, c'est 26 000 $27 000 Fait que ça, c'est sûr que ça fesse dans le portefeuille. Puis ça te fait penser à 2 fois avant de t'acheter un véhicule comme ça. Et c'est là où, moi, ce que je dis, puis je suis certain que vous êtes d'accord, messieurs, c'est que la taxe sur l'essence, c'est une chose. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, la taxe carbone, ça amène des fonds pour financer des programmes. Mais à moins que ce soit très élevé, c'est pas de quoi décourager les gens de passer un véhicule moins énergivore. Mais ça finance des programmes. Alors qu'un bonus-malus, ça ne finance pas de programme puisqu'on dit qu'il est fiscalement neutre. Donc, si tu veux financer d'autres programmes, ben, ça te prend autre chose qu'un bonus-malus. Donc, d'un côté, tu peux avoir la taxe sur l'essence pour financer des programmes et des projets liés au changement climatique. Et de l'autre côté, tu as les bonus-malus. L'affaire qu'on disait tout à l'heure, c'est que la taxe sur l'essence, si elle est trop basse, ça n'a pas d'incidence. Puis si elle est élevée, ça va faire en sorte de pénaliser les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Puis moi qui ai déjà eu pas beaucoup d'argent, mais vraiment pas beaucoup, de dire, par exemple, si le prix du litre augmente de 20, 25, 30, 40 cents, ben, si tu n'as pas beaucoup d'argent, ça te pénalise beaucoup. Puis tu as beau dire, oui, mais on va t'envoyer un retour d'impôt dans 3 mois ou à la fin de l'année. Écoute, t'attends pas dans 3 mois à la fin de l'année. Là. Tu vis de paye en paye, t'en arraches, c'est pas évident du tout. Donc, la taxe sur l'essence, pour moi, c'est ce qu'on appelle une taxe régressive. C'est-à-dire, c'est une taxe qui, pour les gens peu fortunés, va être difficile à avaler. Pour ceux qui ont de l'argent, ils vont s'en sacrer complètement. Alors qu'un bonus-malus de ce type-là, si tu as de l'argent et que c'est en fonction du prix du véhicule en pourcentage, mais si ton véhicule est 100 000 $ puis tu as un malus parce qu'il consomme 12 litres au 100, ça va te coûter une beurrée. Fait qu'à mon avis, c'est une combinaison des deux qui doit être faite. J'aimerais qu'on parle de l'acceptabilité sociale d'une telle mesure. Tantôt, on a effleuré le sujet en disant on a fait un sondage, puis les gens semblaient ouverts. Yannick, je vais te poser la question. Souvent, les gens sont pleins de bonnes intentions, tant et aussi longtemps que ça ne les affecte pas directement. C'est-à-dire qu'ils disent oui, c'est bon, mais pas quand ça m'affecte. Toi, si demain matin, on disait, puis tu travailles chez un concessionnaire, puis vous vendez des véhicules à essence aussi, même si vous faites partie de ceux qui vendent beaucoup d'électriques. Si vous avez un client qu'on lui donne le choix entre 2 voitures, une voiture qui serait une voiture à essence, par exemple, sur laquelle il aurait plus de taxes à payer parce qu'elle est à essence ou elle émet plus de CO2. À contrario, un véhicule électrique aurait une exemption de taxes, par exemple. Est-ce que tu crois que les consommateurs accepteraient cette mesure-là ou ça serait mal reçu, mal perçu par l'ensemble des consommateurs? Moi, je vais te dire, ils vont l'accepter. 3 petits points, à condition qu'on ait une offre. Ce que je veux dire, c'est que... Une contrepartie. Oui, mais dans le sens qu'il y a une offre, c'est que si le client veut s'acheter, par exemple, un VUS, parce qu'il veut un 4 roues motrices, etc., mais il n'y a rien électrique qui se fait VUS... Okay. Tu lui donnes... Il faut qu'il y ait l'alternative. S'il y a l'alternative, il va embarquer. S'il a l'alternative. S'il ne l'a pas... Puis le plus bel exemple, GM a annoncé le pick-up qui s'en vient. J'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, moi, mon entreprise va avoir un pick-up électrique. Là. Oui, mais t'es chez Bourgeois. Oui, mais c'est pas grave. N'est-ce pas, Fred? N'est-ce pas, Fred? N'est-ce pas, Fred? Non, mais ce que je veux dire, c'est que les gens sont prêts à embarquer, oui, mais ça va prendre une offre de véhicule par rapport à ce qu'eux vont avoir de besoin. Ouais. Moi, je peux vous dire, là, dans mon entourage, il y a des gens que je ne me serais jamais imaginé qu'un jour, il y en a qui sont vraiment... Ils me regardent aller, puis ils veulent un véhicule électrique prochainement. Mais il y en a là-dedans, je me suis dit, ça va être long avant que ça arrive. Puis ça commence, ils commencent à regarder, là. J'ai été surpris. Les gens veulent de plus en plus de véhicules électriques ou moins polluants parce que j'ai jamais vu autant de sujets dans les médias. On ne parle que de ça, les changements climatiques, l'environnement. C'est de plus en plus sur les bouches de tout le monde.
Fait que les gens deviennent, je pense, de plus en plus, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux des fois, là, je pense que ça s'en vient de plus en plus conscientisé. Mais, comme tu dis, ça prend quelque chose pour qu'il y ait de l'avant avec ça. Tu sais, je connais des gens qui n'ont pas le choix d'avoir un pick-up. Ils n'ont juste pas le choix. Ils attendent juste ça, qu'il y ait une offre de pick-up électrique ou à la limite, hybride branchable, quelque chose qu'ils peuvent utiliser dans un rayon qui va leur permettre d'utiliser l'électricité, puis quand ils en ont vraiment besoin, ben de l'essence. Donc, le timing de ce bonus-malus-là, est-ce que vous êtes en train de dire qu'il faut s'assurer que si on met en place cette mesure-là, il faut le faire dans un moment où, en parallèle, on est capable de répondre aux besoins des consommateurs. Parce que si on le fait trop vite, pas nécessaire. On les pénalise, mais ils n'ont pas d'alternative. Ça devient difficile. Pas nécessairement. Oui, c'est ça, pas nécessairement, parce que, tu sais, il y a des gens qui vont... Tu sais, je reviens à l'exemple de Gisette tantôt, le client qui a passé d'un F-150 à une Boat. Il y a du monde qui vont quand même faire le saut quand même. Ben, clairement, il ne travaillait pas. Il n'avait pas besoin de son F-150. Mais c'est sûr que si tu arrives avec quelqu'un qui a besoin de son F-150, parce qu'il est tout le temps en train de tirer quelque chose, un entrepreneur, quelque chose, là, faut qu'il y ait quelque chose. Parce que commencer à pénaliser ce gars-là, c'est une autre histoire. Là. D'où les exemptions. C'est un bon point. C'est-à-dire que ces mesures-là, puis vous me direz si je me trompe, messieurs, c'est pas quelque chose d'opaque et on met ça en place puis on fait abstraction de tout jugement. C'est-à-dire qu'une entreprise dont l'utilisation requiert obligatoirement une grosse cylindrée parce que la nature des travaux l'exige. Je pense entre autres les gens qui travaillent sur une ferme, les gens qui travaillent en construction, les chauffeurs de taxi, les autobus. On peut même extrapoler, dire une famille qui a 6 enfants, qui n'a pas le choix de s'acheter un véhicule. Est-ce qu'on doit tenir compte de ça dans l'application d'un bonus-malus? On tient déjà compte de ça dans le malus à l'immatriculation actuelle, c'est-à-dire que chauffeurs de taxi, corbillard, véhicules de ferme, il y a d'autres catégories, sont exemptés de ce malus-là. Donc, moi, je pense qu'on pourrait l'élargir aux gens qui ont absolument besoin d'un pick-up, par exemple, pour travailler, des entrepreneurs en construction. Transport adapté. Mais cela dit, en 2021, il va y avoir plusieurs constructeurs qui vont arriver avec des pick-up électriques. Ouais. Pour ce qui est des grosses familles, moi, je pense que c'est un excellent argument. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une famille de 3 enfants et plus devrait avoir droit à une exemption. Et ça fait partie des choses dont je parle et dont plusieurs personnes parlent depuis longtemps. Écoutez, je ne sais pas si vous savez, cette année, dans à peu près 2 mois, va arriver sur le marché un VUS, traction intégrale, 8 passagers, qui fait 6,7 litres au 100, qui est le nouveau Highlander hybride. À 6,7 litres au 100, il n'y a pas personne qui va dire « tu n'as même pas besoin de te brancher, c'est un véhicule hybride, puis tu consommes moins qu'un Honda Fit. » Fait que ça veut dire que ça s'en vient. Mm-hmm. Maintenant qu'on a dit tout ça, qui se lève et met ça en place? C'est-à-dire que l'idée d'articuler ce genre de programme-là, donc de réfléchir, puis je sais qu'autour de la table, là, vous êtes des gens allumés qui avaient réfléchi à la situation, mais à un moment donné, si on veut que ça se mette en place, cette affaire-là, ça prend quelqu'un, ça prend des associations, des organismes, ça prend des gens influents qui se lèvent et qui disent « ça peut exister, ça existe ailleurs, puis voici ici au Québec comment on pourrait le mettre en place ». Qui fait ça? C'est la responsabilité de qui de porter le flambeau de cette... Comme on en parle déjà depuis 15 ans, de façon sporadique dans les médias, j'en ai parlé quand j'étais ministre. Le nouveau ministre Charette, qui a pris soin de me saluer hier à l'Assemblée nationale, je pense qu'il n'aura pas le choix. Tu sais, il y a son PEC, son plan d'électrification et de changement climatique qui va dévoiler dans quelques semaines. Moi, c'est simple, hein, je connais les chiffres de façon assez pointue pour savoir que s'il n'y a pas une loi zéro émission qui est renforcée et s'il n'y a pas un bonus-malus digne de ce nom, les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre du Québec, c'est impossible qu'ils soient atteints. C'est aussi simple que ça. Ah ben. Donc, ça veut dire que la responsabilité incombe au ministre de l'Environnement. Et moi, lorsque j'étais ministre, j'avais 2 ministres qui étaient contre un bonus-malus. Okay? Ces 2 ministres-là, ils disaient, nous autres, on est dans des comtés ruraux, les gens ont des pick-up, eux autres, ils vont chialer. Bien, moi, j'en ai parlé des agriculteurs. Je leur dis, si on vous donne une exemption parce que vous avez besoin de votre pick-up pour travailler, êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Mais là, si à partir de l'année prochaine, tu as GM, tu as Ford, tu as Rivian, puis tu as Tesla qui arrive avec des pick-up électriques, bien là, les gens auront de moins en moins d'excuses
ou de passe-droit. Fait que c'est la responsabilité du gouvernement du Québec. Qu'il y ait des gens qui aillent sur la place publique. Moi, je pense qu'il y a tout un paquet de monde là, qui a dit dernièrement qu'un bonus-malus, ce serait une bonne idée. Là. Mais là, comme on dit, the buck stops here. C'est-à-dire que le ministre de l'Environnement, dans les prochaines semaines, va lancer son plan. S'il n'y a pas de bonus-malus, moi et d'autres, on va faire des calculs et on va dire si ça n'arrive pas, et je suis à peu près persuadé que ça n'arrivera pas à moins d'acheter des crédits carbone, on va dire, regarde, si tu ne mets pas de bonus-malus en place, viens pas nous dire qu'on va être un leader en changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre et la consommation de pétrole n'arrêtent pas d'augmenter dans les véhicules. On va continuer. Ouais. Puis parlons-en de la loi zéro émission, justement, parce qu'on en parlait tantôt, puis c'est bien beau le bonus-malus, mais il va falloir s'assurer que l'offre répond à la demande. Parce que c'est bien beau de dire on te pénalise si tu fais ci, mais si je ne suis pas capable d'aller chercher mon véhicule pour avoir pas de malus, même pas un bonus, mais on parle juste de ne pas avoir de malus, je m'excuse, mais ça ne marche pas. Il va falloir que tout ça soit de pair puis que le gouvernement s'organise pour que la loi zéro émission ait suffisamment dedans pour que les constructeurs en mettent en inventaire. Tu ne peux pas arriver avec un constructeur et dire « Ah, ben j'ai fait mon quota, fini, je n'importe plus. » Exact, c'est trop facile en ce moment. C'est trop facile parce que c'est ça qui arrive présentement. Oui, c'est facile aussi d'acheter. Là. En fait, on a fait le calcul dernièrement, on a regardé le nombre de véhicules tout type qui s'est vendu en 2019. C'est facile, hein, regarder l'état de la loi zéro émission 2019. Tous les chiffres sont là. On a tout. Là. C'est en arrière de nous, on peut regarder l'état de la situation. Ouais. Le nombre de centaines de milliers de véhicules, toute catégorie qui s'est vendue. La loi zéro émission pour 2019 plaçait des plafonds de crédit à 6,5 %. Quand on regarde ce que ça représente, parce qu'on sait quel type de véhicule électrique s'est vendu, on le sait que c'est légèrement en haut de 50 % du tout électrique, un petit peu en bas de l'hybride branchable. On sait à peu près le nombre de crédits que ça donne. Ce que ça l'a imposé aux manufacturiers pour l'année, en termes de nombre de véhicules électriques à vendre, tout manufacturier confondu, je les mets tous dans un melting pot, ça l'a obligé l'ensemble des manufacturiers qui vendent au Québec à vendre à peu près 15 000 voitures. On le sait qu'il s'en est vendu le double, et puis s'il y en avait eu plus, il s'en serait vendu plus. Ce que ça veut dire, là, en clair, c'est que je vous invite à jouer au limbo, messieurs, mais je mets la barre à 15 pieds de haut, puis je vous dis essayez de passer en dessous. Tout le monde passe en dessous. Tout le monde passe en dessous. Tout le monde. Il y a quelques compagnies qui n'en ont pas, qui n'ont pas réussi à passer en dessous, mais tous ceux qui voulaient passer en dessous ont facilement. L'industrie a passé en dessous. Ouais, il y a une donnée qui est pas là-dedans, puis qui serait bien intéressante à avoir, puis c'est pas quelque chose qui est facile à obtenir, mais combien de gens qui sont rentrés dans un concessionnaire l'année passée, qui ont dit « Je veux un véhicule électrique parce qu'il faut que je change là », il n'y en avait pas en stock. Ils ont beau essayer de se retourner puis se virer de bord, ils ont fait comme ben j'ai pas le choix, faut que j'aille avec un véhicule à essence. Et probablement que le concessionnaire a dit ben regarde, j'en ai pas présentement, mais j'en ai dans le cours à essence avec des bons rabais. Combien de gens comme ça qui ont passé dans le concessionnaire puis qui sont achetés un véhicule neuf à essence? On vient des perdre pour donc, 5 ans. Tu remets un véhicule neuf à essence. Par exemple. Il faut bien à ce temps que tu vends des pick-up, parce qu'il faut que tu t'en fasses pas les autres. Non, mais t'as raison, François. Il y a des milliers de gens. Des milliers, c'est pas des dizaines, c'est des milliers de gens qui sont entrés chez les concessionnaires, qui voulaient un véhicule à essence, qui sont en fin de location, qui peuvent pas attendre. Pire que ça, ceux qui ont une balloune avec un constructeur, là, eux autres, ils n'ont pas les moyens de changer de constructeur. Fait que là, il y a un 2 mètres attaché. Est-ce que je me trompe, mon cher? Ben, ça dépend toujours de la valeur du véhicule, là. Mais non, mais tu comprends ce que je veux dire? Disons que c'est plus facile pour eux autres de rester avec le même constructeur et donc le même concessionnaire. Ben, ça va même plus loin. Regarde, ça va. Tous les véhicules en location. Ça va plus loin que ça. Ben, en fin de location. À l'achat aussi. C'est plus loin que ça. Je veux pas taper sur la tête d'un constructeur en particulier, mais je veux pas le nommer. Mais je vous donne un exemple, là. On parle de fin de location, des fois ça peut être plus compliqué. Je vais rencontrer un client mardi, OK? Le client est en location chez ce constructeur-là. Il veut plus rien savoir. Tu veux vraiment que je donne un nom? Ben, nom du constructeur. Ford, OK. OK. Ça écoute les yeux de la tête son véhicule présentement au niveau d'essence, etc. Il veut une boat, OK? Il s'entend pas avec son concessionnaire pas pour 5 cents, OK? Il va avoir le solde de sa location. Son concessionnaire ne veut pas lui donner. Ben voyons. Non, il ne veut pas lui donner point. L'informer de son solde. De son solde de location. Et là, s'il appelle Ford Credit le retourne à son concessionnaire. Ben voyons donc. Non, je te dis, Daniel. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Fait que là, j'ai dit au client, tu vas m'emmener ton contrat de location. On va faire un calcul manuel. Et normalement, la raison pourquoi que je demande toujours d'avoir le solde directement du concessionnaire, parce que ça arrive très, très, très souvent, OK, que les concessionnaires, dans des cas comme ça, que
Ford Credit ou Toyota Credit qui veulent ne pas donner le solde aux clients. Ah, parce que c'est fréquent, ça? Oui, c'est fréquent. OK, continue. OK. Ils vont charger des frais. Ils vont charger des frais pour? Le rachat de la voiture. Exemple, OK? Parce que techniquement parlant, contrat de location, là, je sais qu'on sort du sujet, là, mais... Non, mais oui et non. Oui okay. et non, ouais. Okay. C'est intéressant. Un contrat de location, OK, la première personne qui a le droit de regard à la fin du bail, c'est le client lui-même. Ouais. La deuxième personne, c'est le concessionnaire. Et la troisième personne, c'est toute autre personne. Donc, si le client a dit « je ne veux plus de cette voiture-là », le droit de regard appartient au concessionnaire. Donc, si le client dit « j'ai vendu mon véhicule à Bourgeois Chevrolet », puis le concessionnaire va dire « ben c'est parce que moi, je suis intéressé à avoir ton véhicule, puis je l'ai regardé, donc je vais charger des frais, exemple, de 500 $ à Bourgeois Chevrolet pour acheter de la voiture. » Mais c'est 500 $ là. À qui vous pensez que je le charge? Ouais. Je le recharge au client. OK? Parce que les autres, dans le fond, ils veulent garder captif le client. Oui. C'est une façon de garder captif le client. GM a enlevé ça il y a quelques années. Là. Le client peut appeler... moi, je peux avoir un solde de location chez n'importe quel... je vends un système informatique de GM, puis j'ai le solde de location, même s'il n'y a pas acheté de véhicule chez nous. Mais donc, ce que tu dis, c'est que ça va dans le sens de ce que François disait, c'est-à-dire que les gens se retrouvent pognés avec des véhicules qui veulent changer. Il n'y a pas d'inventaire. Puis là, en plus, tu as le consommateur, pas de consommateur, mais tu as le concessionnaire qui ne veut pas l'aider. Qui ne veut pas t'aider. Fait que tu es un peu pris. Puis... De l'autre côté, parce que moi, je connais beaucoup de concessionnaires, beaucoup de vendeurs chez des concessionnaires. Puis ils disent, nous autres, on veut vendre des véhicules électriques. On a une liste longue de véhicules électriques que les gens nous ont mis en réserve. Et puis, le constructeur nous donne des chiffres, des objectifs de vente, mais on n'a pas d'inventaire de véhicules électriques. Fait que donc, d'une certaine manière, on se retrouve, si on veut mettre du beurre sur nos toasts, à essayer de dissuader les gens de s'acheter des véhicules électriques parce qu'il faut qu'on fasse nos fins de mois. Parce qu'on va livrer, on va être payé quand on va livrer les voitures, puis si les voitures arrivent dans 10 mois, c'est ça. Ben, on n'a pas de quoi manger. C'est un vrai dilemme. Oui, c'est un vrai dilemme. T'as l'autre effet, toujours. D'où la loi zéro émission plus sévère. D'où la loi zéro émission plus sévère. L'autre dilemme aussi, c'est que François il disait tantôt, c'est le client qui s'en va voir un concessionnaire X, Y, Z. Puis le gars, il dit, mais pourquoi tu vas prendre un char électrique pour trouver un char à gaz? Je l'ai en stock, l'autre, j'ai pas 8 mois d'attente. J'ai plein de rabais, j'ai des bons taux d'intérêt. J'ai des bons taux, j'ai des ci, j'ai des ça. Tu sais, mettez-vous de côté. C'est sûr que là, je veux pas donner l'excuse au vendeur. Sauf que le vendeur, lui, il est payé quand il livre la voiture. Mais je m'excuse le terme anglais, le turnover de vendeurs qui se passe dans un concessionnaire, c'est rare que vous avez rencontré un vendeur, ça fait 15, 20, 25 ans, 30 ans qu'il est dans le même concessionnaire. T'as raison. OK? Fait que le turnover qui arrive, fait que ce vendeur-là, si, exemple, il sait pas, mais lui, il dit peut-être dans 6 mois, je serai plus ici, puis il livre le véhicule dans 8 mois, il sera jamais payé pour cette voiture-là. Jamais. Par exemple, s'il s'en va, il n'est pas payé. Qui va être payé? Le nouveau vendeur qui va livrer le véhicule. Oui, moi, je suis un martien. Écoutez, messieurs, le temps file. Je pose une dernière question pour clore le tout. Est-ce qu'il y a un risque politique à aller de l'avant avec un bonus-malus? Donc, le gouvernement en place s'y annonce prochainement, on y va avec un bonus-malus. Est-ce que c'est le genre d'annonce qui pourrait coûter cher politiquement au gouvernement? Je pose la question à Daniel parce que tu es peut-être un peu plus au fait. Oui, il y a un risque. Il y a un risque politique parce que les gens qui ont voté pour la CAQ, c'est des gens de banlieue, des gens de région qui, pour beaucoup, se sont achetés des VUS et des pick-up. On va se dire les vraies choses, là. Donc, ça veut dire que si le gouvernement veut aller de l'avant avec une telle mesure, il faut qu'il y ait des gens autour de lui, c'est-à-dire des groupes, que ce soit des groupes citoyens, des groupes de consommateurs, des groupes écologistes, que ce soit des comptables, que ce soit des fiscalistes qui vont dire « Nous, on trouve que c'est une mesure qui a de l'allure pour telle raison. » Donc, ça veut dire qu'avant de faire une sortie comme ça, tu ne sors pas tout croche, tu ne sors pas out of the blue, tu dis on va faire une sortie orchestrée, bien l'expliquer aux gens en disant que ceux qui en ont vraiment besoin ont droit à une exemption parce que c'est pour leur travail, parce qu'ils ont une grosse famille. Mais il y a effectivement un risque politique. Cela dit, si tu fais de la politique pour ne jamais prendre de risques, qu'est-ce que tu fais là? On va dire ça de même, là. Donc, pour terminer, on devrait y aller de l'avant, bonus-malus, François? Oui, mais sans avoir d'autres éléments qui sont très bien ancrés, bien positionnés comme la loi zéro émission. Un ne va pas sans l'autre, je pense. Là, ça prend ça. Donc, c'est une mesure qui doit être arrimée avec d'autres mesures pour que tout s'imbrique là, correctement. La zéro émission. Absolument. Puis même, je dirais, fignoler la loi zéro émission pour qu'on aille... que l'offre réponde à la demande avant d'y aller avec un bonus-malus. Ou arrangez-vous pour qu'il y ait des bonnes exemptions parce que sinon, c'est sûr que ça va chialer. Ce que ça peut faire aussi, c'est que ça va, quand je pourrais dire ça, ça va forcer la main aux constructeurs
avoir une vraie loi zéro émission avec des dents, OK, c'est vraiment quelque chose que ça va leur coûter vraiment de l'argent. Ça va forcer la main à des constructeurs de dire, OK, il faudrait peut-être que je pense à commencer à faire des véhicules électriques ou à importer des véhicules électriques au Canada. T'es pas d'accord avec ça, Daniel? Non, parce que le marché canadien n'est pas assez gros pour que ça fasse une différence. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là où je suis en désaccord avec vous, messieurs, c'est qu'un bonus-malus n'a pas besoin d'avoir une grande offre de véhicules électriques. Parce qu'on parle d'acheter un véhicule moins polluant. Ça peut même être un véhicule à essence s'il fait sa litre au 100. T'as raison. Mais l'idée, c'est que ce soit un bonus graduel qui va faire en sorte de prendre en compte l'arrivée de nouveaux modèles de véhicules partiellement et entièrement électriques. Donc, l'idée, c'est de moduler ça au fur et à mesure de l'évolution. Comme je disais tout à l'heure pour les pick-up, il n'y a pas de pick-up électrique en 2020. En 2021, il va commencer à en avoir. Mais si en 2021, il commence à en avoir, mais que Ford en a 17 puis GM en a 14, je veux dire, on ne répondra jamais à la demande. Fait que l'idée, c'est de se moduler avec une loi zéro émission digne de ce nom. Mais je ne pense pas qu'on doive attendre une loi zéro émission plus sévère pour mettre en place un bonus-malus. Celui-là va s'ajuster au fur et à mesure de l'évolution, puis il faut faire en sorte que le plafond diminue. Parce que, je veux juste terminer là-dessus, vous savez, les plafonds d'émissions qu'on donne aux grands émetteurs, bien, ce sont des plafonds qui, pour le moment, par exemple aux pétrolières, qui sont plus élevés que leur niveau d'émissions réelles. Ça veut dire qu'ils ont zéro effort à faire, puis ils ont atteint leur plafond. Et là, quand présentement, on parle de diminuer les plafonds d'émissions, tu as le Conseil patronal de l'environnement du Québec qui dit, bien là, si vous êtes obligé de nous forcer à faire quelque chose, ça se peut qu'on ferme puis qu'on aille ailleurs. On est là-dedans, là. On est dans la politique des menaces, puis des ultimatums, puis les constructeurs avec la loi zéro émission. Qu'est-ce qu'ils disaient? C'était exactement pareil. C'était carrément ça, là. Ce que tu dis là, c'était vrai parce que je me souviens à l'époque, là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais réussi à faire signer une lettre. Eh mon Dieu! T'en souviens, hein? Bon. Je ne donnerai pas le concessionnaire, mais j'avais réussi à faire signer une lettre par le propriétaire demandant d'avoir une loi zéro émission que j'avais publiée partout, puis il avait signé ça en fonction de tous les concessionnaires qu'il y avait sous lui. Ça avait sauté partout. Là. Ah ouais, c'est enlève la lettre, t'as pas d'affaire à voir ça. J'ai des constructeurs qui sont arrivés en arrière, du coup, on est contre la loi zéro émission, mais quand elle va arriver, on va être correct. Ouais. OK. Puis il y en a d'autres que c'était. Il y avait même un constructeur qui disait s'il y a une loi zéro émission qui entre en vigueur au Québec, on va arrêter de vendre des véhicules au Québec. Puis Yannick m'en avait parlé, puis j'avais dit ce constructeur-là, qui s'appelle Acura, OK? Moi, j'ai dit, est-ce que Acura a arrêté de vendre des Acura en Californie? C'est ce que j'avais ou au Vermont? Ce qu'il m'avait dit, j'avais eu la même pensée parce que quand ça s'est arrivé, j'avais dit ça au propriétaire. Je dis, écoute, parce qu'Acura au Vermont, ils ont arrêté de vendre des chars. Pourtant, ils vendent moins l'Acura au Vermont qu'au Québec. Là. Ils vont s'arrêter demain matin? Je pense pas. OK. Ben, messieurs, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. François Viault, Daniel Breton, Yannick Asselin. Merci, puis on se remet ça prochainement? Oui, absolument. N'est-ce pas, Fred? Ciao, merci, messieurs. Bye, les gars. Épisode hors série.